amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Et c'est depuis Minnesota, aux États-Unis, avec votre station de télévision Tempo Afrique TV. Nous allons vous entretenir ce soir sur le plateau Planète Afrique. Tout va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'actualité ivoirienne. Mais aujourd'hui, l'actualité ivoirienne constitue aussi l'actualité internationale. En ce sens que tous les regards sont tournés vers la Cour pénale internationale parce que le plus célèbre des prisonniers du monde, oui, qu'on se le dise, le plus célèbre des prisonniers du monde entame la deuxième partie de son procès. On a eu entendu les témoins de l'accusation, c'est-à-dire les témoins du gouvernement ivoirien. Et aujourd'hui, on va commencer la partie qui revient à l'accusé, au président Laurent Gbagbo, à son conseil d'avocats et à ses témoins. Mais il y a eu beaucoup de spéculations, en ce sens que les gens ont parlé, certains ont parlé de prise d'otage, et celui qui est l'auteur de la prise d'otage est le gouvernement français, c'est-à-dire tous les politiques français. En l'occurrence, le président Macron, parce que c'est une continuité de l'administration, même si tout s'est passé sous M. Sarkozy, mais compte tenu du fait que l'administration et le gouvernement et la politique et puis tout ce qui engage un pays, c'est une continuité. Alors vous endossez, quand vous venez au pouvoir, vous êtes obligé d'être responsable de ce qui prévaut, de ce qui est actuellement en vigueur. Donc même si tout s'est passé sous M. Sarkozy, M. François Hollande, le président Hollande aussi, a endossé les responsabilités. Et aujourd'hui, c'est M. Macron. Il ne peut pas se dédier de ça, il ne peut pas se démarquer aussi de cette responsabilité-là. Alors, nous retenons nos souffles, tout le monde a les regards braqués vers la CPI, parce que de ce procès, est-ce que aujourd'hui marque la fin, le début, c'est-à-dire le début de la fin, ou alors on va assister de façon habituelle à la deuxième phase du procès qui constitue la partie de l'accusé. Nous avons parlé d'otages. Il y a eu beaucoup de spéculations dessus, en ce sens que aujourd'hui, quand on regarde le dossier, les avocats, tous ceux qui sont des hommes de droit, que ce soit seulement ceux qui sont du côté de M. Alassane Dramane Ouattara, celui que la France a pensé au pouvoir, c'est ceux-là qui ne voient pas ce procès un procès politique. C'est ceux-là qui ne voient pas dans ce procès un procès de prise d'otage. Sinon, à part lui, tout le reste, tout le monde est unanime. D'abord même, Mme Fatou Bensouda, qui est la procureure chargée de ce dossier, a eu à confier à certaines personnes que le dossier est vide. Bon, détenir quelqu'un pendant 7 ans, loin de son peuple, loin de ses terres, loin de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui l'admirent, et de tous ceux qui le portent dans leur cœur, quand bien même qu'il n'ait pas des liens biologiques, des liens de sang avec lui, c'est quand même inadmissible. C'est difficile à digérer. Mais beaucoup parlent de leur foi, de la foi, de ce qu'ils confient à Dieu sur le plan du spirituel, et tous sont unanimes et acceptent le fait qu'il y a la main de Dieu dans cette affaire, et ils sont confiants, ils ont foi en leur foi, ils ont foi en l'avenir, ils ont foi en la Côte d'Ivoire, et alors nous attendons, nous allons retenir beaucoup de ce procès. Déjà hier soir et avant-hier, beaucoup d'Ivoiriens épris de paix et de justice se sont déplacés. Beaucoup ont eu même à faire des entorses à leurs obligations professionnelles pour pouvoir arriver à être à la haie ce matin, c'est-à-dire hier matin, parce que là, avec le décalage horaire, beaucoup sont déjà à mardi. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu obtenir de longues permissions, qui sont allés quand même
voient la haine, qui sont allés de façon spirituelle, de façon morale, de façon physique, apporter leur soutien à leur président, à leur icône, au président de leur parti, à celui en qui ils ont encore espoir, à celui en qui ils croient beaucoup pour l'avenir, pour le développement, pour la croissance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alors pour tout ça, tout le monde est unanime que pour un dossier qui est vide, un dossier qui n'a pas d'éléments, c'est-à-dire avec plus de 80% de témoins de la part de l'accusation qui n'ont pas pu, tous ces témoins sont passés à la barre. Il y a eu des témoins dans la base du témoignage simple. Il y a eu aussi des gens, des professionnels de la médecine, des professionnels des enquêtes judiciaires, des professionnels de l'industrie même de l'armement et tout ça qui ont eu à confirmer ou bien à infirmer certains faits. Et aujourd'hui, même quand on prend, quand quelqu'un, prenez un cas simple, quand un médecin vous dit que le sang qui a été trouvé sur les femmes ou alors sur les tissus n'est pas du sang humain, déjà pour cette seule argumentation, le procès devait s'arrêter. Mais, comme on l'a dit, comme beaucoup le reconnaissent, comme beaucoup le disent, que c'est un procès politique, alors ce n'est plus le temps des faits, ce n'est plus le temps des pièces à conviction, ce n'est plus le temps des preuves, parce que c'est la main politique qui est en jeu. Là où je veux on a suivi le discours de M. Macron à l'ONU. Je reviens dessus pour dire que pour tout ce qu'on sait, il n'était pas besoin que M. Macron aille à l'ONU pour faire un tel discours. M. Macron a la charge de chercher à réconcilier le peuple ivoirien et le peuple français. Parce que là, il y a problème. Effectivement, il y a problème. Quand vous entendez certains commentaires des Ivoiriens vis-à-vis des Français qui nous ont colonisés, comme nos grands-parents disaient, nos ancêtres les Gaulois, mais il y a des, je dirais, il y a des, comment vous pouvez dire ça, il y a des commentaires qui vous laissent froid dans le dos. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais quand les gens avancent des propos aussi forts, propos aussi violents, il va sans dire que M. Macron a le devoir de chercher à réconcilier ces deux peuples-là. Et je pense que nous allons en arriver là. Pour le moment, les émotions sont grandes du côté des Ivoiriens, du côté des compatriotes, du côté des combattants, mais du côté de M. Macron, du côté du gouvernement français, compte tenu de tout ce qui nous lie, compte tenu de tout ce que nous avons ensemble, nous avons développé certains rapports, certains liens. Il y a des Français, par exemple, qui vivent en Côte d'Ivoire, que pour rien au monde, ils rentreraient en Europe ou bien en France. Alors pour tout ça, je pense, et nous estimons que M. Macron aura la charge, aura la grande tâche de réconcilier les Ivoiriens. Revenons sur l'actualité nationale. Quand bien même que les civils, la société civile, la majorité des Ivoiriens a le regard tourné vers la CPI pour le déroulement ou bien pour le développement autour de cette deuxième phase du procès de M. Laurent Gbagbo, le président qui a été élu. Nous pesons nos mots parce que dans les rangs de M. Alassane Dramane Ouattara, dans les rangs du parti au pouvoir, dans les rangs de tous ces partis qui se sont alliés ou bien qui se sont rapprochés plus ou moins du parti au pouvoir, beaucoup reconnaissent aujourd'hui que c'est M. Laurent Gbagbo qui a remporté les élections. C'est pour ça que quand beaucoup d'entre nous, quand vous vous adressez à certaines personnes et que vous leur demandez, mais il s'agit de quoi? Non, il s'agit du président Gbagbo et de M. Alassane Dramane Ouattara. Et on leur pose la question pour savoir, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président? Ils vous refusent carrément cette hypothèse-là, en ce sens que ils disent non, il n'a pas été élu. C'est celui qui a été élu qui est à la haie. Et comme il n'a pas été élu, nous, on ne peut pas le considérer comme un président. Mais je suppose que ce sont les
tenir ce genre de langage. Mais aujourd'hui, revenons à la réalité. Regardons ce qui va se passer à La Haye. Regardons si, pour une fois, après tout ce qui a été lancé comme critique, après tout ce qui a été lancé comme mot violent, mot pas très catholique, mot quand même très fort à l'endroit de la CPI, on estime que pour une fois, ils vont prendre le temps, ils vont prendre le courage de dire du droit, de dire le droit, de dire le vrai droit. Parce qu'en matière de procès, dès qu'on constate que les pièces à conviction ne peuvent pas prouver le crime ou bien la faute, dès qu'on constate que tout ce que les gens ont eu à avancer comme hypothèse, tout est refuté, dès qu'on constate que les éléments à conviction ne sont pas en fait des éléments vraiment, de véritables éléments à conviction, quand on constate que même des vidéos que les gens ont eu à proposer sont des vidéos qui n'ont même pas été tournées en Côte d'Ivoire, on estime que la courtoisie recommande que chacun de nous fasse quand même un petit ménage dans son cerveau de façon à ce qu'on aille vers un consensus. Le consensus, c'est quoi? Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo, le président élu, qui avait été bafoué, traîné, traité de tous les maux, aujourd'hui on reconnaît de façon unanime qu'il n'a rien fait, il n'est pas coupable, les preuves qu'on retient contre lui ne sont pas des preuves palpables et que les témoins, même les témoins du gouvernement n'ont pas pu confirmer ou bien soutenir la thèse du complot dont Mme Fatou Bensouda a tant parlé. Et donc, nous estimons et nous demandons à la Cour de dire le droit vrai, à partir des éléments qui sont dans le dossier. Mais là où on a un peu des grincements dedans, c'est que pour le premier jour, le procureur et l'accusation estiment qu'il faut continuer le procès pour que eux puissent, c'est-à-dire, si on reprend leur terme, dans la conviction, dans le passage des témoins de l'accusé, ils trouveront les pièces, sinon les failles ou alors les preuves pour condamner le président Laurent Gbagbo. Mais c'est là où les choses se compliquent. Les choses se compliquent en ce sens que aujourd'hui, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un, vos témoins ne peuvent pas prouver ce que vous reprochez, ou alors les chefs d'accusation contre l'adversaire. Et en plus de cela, ce qui est grave, c'est que vous pensez que vous allez trouver les preuves pour soutenir l'accusation que vous portez envers quelqu'un de son côté. Mais soyons un peu sérieux. Essayons de jouer, essayons de tenir compte, essayons d'écouter notre cerveau, essayons d'écouter notre jugement en tant qu'être humain, en tant qu'homme de droit, en tant que politique, mais entraînés et des gens qui ont eu à prendre des cours de droit. Sinon, ce n'est pas possible que vous accusez quelqu'un et vous estimez que c'est dans le passage de lui, ces témoins, que vous allez trouver les preuves de votre accusation. Et là où les Ivoiriens sont confiants, les Ivoiriens sont convaincus, les Ivoiriens ont de l'espoir, les Ivoiriens sont forts dans l'esprit pour dire que le président Gbagbo doit être libéré, sera libéré et va être libéré, c'est dû au fait que le procureur, pour la première fois, après plusieurs refus de liberté provisoire, le procureur lui-même demande au conseil du président Gbagbo de faire une requête pour non-lieu. Je ne pense pas que dans la logique des choses, que vous pouvez, en tant que président du tribunal, ou bien en tant que procureur, ou bien en tant que juge,
d'une affaire, vous pouvez demander à quelqu'un, faites une demande de non-lieu et vous allez refuser le non-lieu. Non. Parce que si vous dites ça, c'est compte tenu du fait que depuis que vous avez le dossier en main, il y a des éléments qui vous poussent à aller vers le non-lieu. Donc, pour ne pas prononcer ça de façon unilatérale de votre côté, vous demandez au conseil de l'accusé de faire la même chose pour que conjointement, ensemble, vous puissiez, par exemple, comment je peux dire ça, vous puissiez mettre vos décisions ensemble, c'est-à-dire vos décisions doivent converger. Alors, c'est fort de tout ça, du fait que le dossier est vide. Ceux qui ont eu à avoir accès en détail au dossier, ceux du conseil de M. Gbagbo, ceux-mêmes qui font partie de la cour, et il y a des juges qui s'offusquent, qui s'énervent, et qui trouvent qu'ils n'ont pas à venir perdre leur temps là en train de juger une affaire qui ne devait même pas avoir lieu. D'accord, il y a eu, d'abord même au tout début, il y a eu des procédures, la procédure même n'a pas été respectée telle qu'elle devait se faire. Parce que vous ne pouvez pas déférer quelqu'un pendant que vous n'avez pas de mandat d'arrêt. Vous ne pouvez pas déférer quelqu'un pendant que vous n'avez pas un mandat de dépôt. Vous ne pouvez pas déférer quelqu'un, vous ne pouvez pas faire arrêter quelqu'un pendant qu'on n'a pas encore formulé par écrit que la personne doit être arrêtée. Donc, ça veut dire que vous avez arrêté quelqu'un avant même d'avoir la permission, avant même d'avoir le droit d'arrêter cette personne-là. Donc, au vu de tout ça, au vu de toutes ces irrégularités, et on connaît encore, on se rappelle encore de l'affaire au Campo avec les pots de vin du côté de Fatou Bensouda, il y a plein de trucs. Et tout ça, en principe, la justice, telle qu'on la connaît, pourquoi on dit justice? Parce qu'on doit être juste, tout doit être juste. Et on est étonné que c'est au moment même de la justice que toutes les failles ont été arrêtées pour être inclus dans pour être assimilées au dossier. Et donc, c'est tout ça qui fait, c'est tout ça qui pousse les Ivoiriens à être confiants, à être convaincus qu'il ne sert à rien de garder quelqu'un qui n'a rien fait. Bon, quelque part aussi, quand on voit le côté politique de la chose, à savoir qu'on a tenu à enfermer, disons, on a tenu à retenir M. Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, en otage pour que M. Alassane Dramane Ouattara puisse gouverner, d'une part, et d'autre part, pour qu'il puisse assurer les intérêts de la France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour ça que beaucoup parmi nous se disent que, ok, si c'est comme ça, que ça doit se passer, c'est pour que M. Alassane gouverne, d'accord. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'à l'an 2020. Mais là où les Ivoiriens refusent, c'est que la France a déposé Alassane, c'est la France seule qui peut le prendre et puis partir. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'entre nous s'inscrivent en faux sur le discours que M. Macron a eu à l'ONU. Et beaucoup trouvent que ce discours-là n'aurait pas dû être prononcé à l'ONU. C'est comme si notre linge sale, c'est-à-dire le linge sale entre la France et la Côte d'Ivoire, que la France peut et devrait même chercher à régler sur le territoire français en convoquant les politiques ou bien les politiciens ivoiriens et certaines grosses têtes africaines pour pouvoir débattre du dossier, la France n'avait pas intérêt à envoyer ça sur la place publique. Mais comme on connaît comment les choses se passent habituellement, quand les gens ont commis des erreurs, ils veulent faire porter le chapeau à tout le monde. Et c'est une façon aussi de se dérober, c'est une façon aussi de gérer leur honte, comme le président Gbagbo l'a dit. Et donc, je pense que c'est parce que ils sont dans cette logique-là que M. Macron est allé prononcer ce discours-là à l'ONU. Parce que quand il dit à l'ONU qu'on doit cesser de nous ingérer, on doit cesser de nous immiscer dans les affaires internes, on doit essayer de... Non, mais vous n'avez pas besoin d'aller dire ça aux autres. Parce que
à l'ONU, la plupart des pays qui se gèrent ou alors qui s'immiscent ou alors qui provoquent des conflits dans le monde, ils n'étaient pas la majorité. C'est seulement une poignée. C'est une poignée de pays. C'est un petit nombre. Donc déjà, à leur grande réunion, ils peuvent se concerter et puis prendre cette décision-là. Ils n'ont pas besoin, M. Macron n'avait pas besoin d'aller faire ce tapage ou bien de ce matu vu, comme disent les Ivoiriens, à l'ONU. Ça ne servait à rien, ça n'a même pas servi à quelque chose. Parce que une chose est de vous tirer dans le pied. Une autre est de recharger le fusil. Et c'est ce que vous avez fait, M. Macron n'a fait qu'exposer la France. Parce que depuis le début du procès, avec les médias, beaucoup avaient en tête que M. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir parce qu'il a perdu les élections. Il veut s'accrocher au pouvoir. Non seulement il a perdu les élections, mais il veut s'accrocher au pouvoir, donc il ne voulait pas quitter. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens avec les médias étrangers au Golfe. Mais, Dieu merci, le procès est en train de dire autre chose. Le procès est en train de révéler autre chose. Et partout où nous nous trouvons, nous sommes obligés d'expliquer aux gens dans les détails. J'ai même eu à faire un semblant de conférence de presse à mon boulot, à expliquer aux gens comment ça s'est passé. J'ai des collègues, par exemple, ghanéens, qui étaient là, qui ont dit, oui, mais il paraît que Gbagbo didn't want to go. Gbagbo ne veut pas partir. Alors, Alassane, la France a aidé Alassane à s'installer parce que Gbagbo a perdu. Mais aujourd'hui, ils ont un langage différent. Aujourd'hui, c'est même pas de moi parce que ce sont les questions qu'ils m'ont posées qui m'ont amené à leur donner des éclaircissements. Mais les informations qu'ils ont eues, les informations qu'ils obtiennent en lisant les rapports de la CPI, en lisant certains rapports sur la crise ivoirienne, sur le conflit, même si ça ne dit pas son nom, mais le conflit entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien, et tout ça, ils ont commencé à se poser des questions eux-mêmes par rapport à ce qu'ils savent. Ils m'ont posé des questions et il y en a que j'ai confirmé et il y en a aussi que j'ai infirmé en leur expliquant ce qui était la vérité. Bon, ça c'est au niveau de la CPI. Et je dis qu'aujourd'hui c'est jour 1 de la deuxième partie du procès. Nous n'allons pas dire trop de choses dessus, mais tout ce qu'on peut dire, c'est l'engagement. Ce qu'on peut remarquer, c'est l'engagement, la détermination, le courage des Ivoiriens, de la diaspora surtout. Parce que ceux qui sont au pays, ils ont les yeux rivés vers la CPI. Mais il leur faut un visa pour aller à La Haye. Donc, à cause de ça, beaucoup étaient limités. Même si financièrement, ils pouvaient le faire, mais sur le plan du visa, ils ne pouvaient pas aller du coup comme ça à La Haye. Mais par contre, tous ceux de la diaspora, où qu'ils se trouvent, et qui avaient la possibilité d'obtenir des permissions du côté de leur boulot, ont eu le temps, ont pris l'engagement, ont pris le soin de se rendre à La Haye. Et là, je tire mon chapeau et je donne ma révérence à tous ces Ivoiriens épris de paix et de justice qui sont partis soutenir de façon morale, physique et physiologique même, parce que leur corps a besoin de certains conforts, mais ils ont fait fi de tout ça pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé. De là, on va faire la transition au niveau de l'actualité nationale. L'actualité nationale est teintée aujourd'hui par la crise entre le PDCI et le RDR, l'alliance entre le PDCI et le FPI. Il y a un problème de logo de PDCI qui est utilisé par des candidats qui ne sont pas les candidats du PDCI. Il y a une décision de justice qui a été annulée, entre guillemets, parce que le juge que le PDCI a saisi a trouvé qu'il n'était pas de sa compétence de régler ce dossier-là. Et donc, ils ont dit, le juge a recommandé aux avocats du PDCI de se référer à la Cour suprême, à l'administration. Bon, on attend. Ça s'est passé, je crois, jeudi ou vendredi. Et juste là, on va voir comment les choses vont évoluer. Ça, c'est un. Monsieur Bédié, président du PDCI, a fait une autre réunion. Voilà quelqu'un d'autre qui sort
du groupe qui dit que les décisions, sinon la réunion, sinon la convocation de cette réunion à Daoukro n'est pas conforme aux lois qui régissent le PDCI et RDA. Alors donc, lui aussi, il a posé une requête. Ça fait 2. Troisièmement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui, avec le RDR, ont toujours dit qu'ils sont forts, ils sont nombreux, ils n'ont pas besoin des autres. Mais à partir du moment où vous êtes un parti fort, si un parti qui n'a pas de force décide de partir, je ne vois pas pourquoi vous insistez, vous continuez d'aller vers eux, à les forcer par n'importe quel acte, par des mesures d'intimidation, de façon à les maintenir au sein du RHDP, au sein du parti unifié. C'est là où beaucoup d'Ivoiriens doivent se poser la question. Nous tous, nous devons nous demander, cette force dont parle le RDR, cette puissance dont parle le RDR, est-ce que c'est une puissance véritable? Est-ce que ce n'est pas une coquille vide, c'est-à-dire une boîte vide et on fait croire qu'il y a du trésor dedans? Et ça, je laisse ça à l'entendement des Ivoiriens eux-mêmes. Maintenant, au niveau des élections, depuis la semaine qui vient de finir là, les gens sont en campagne. Mais beaucoup ont déploré le fait que M. Alassane Dramane Ouattara a refusé de reculer la date de ces élections. Mais il y a 2 groupes de personnes. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui dit que compte tenu du fait que le procès du président Laurent Gbagbo va commencer et que c'est ce qui va animer toutes les conversations, c'est ce qui va animer même le visage politique, c'est ce qui va taper le visage politique de Côte d'Ivoire, alors M. Alassane Dramane Ouattara, pour distraire les gens, mettez ça de façon à ce que le RDA et les militants se confortent dans une position où ils se disent qu'ils sont encore forts, ils existent. Parce que s'ils ne maintiennent pas le calendrier électoral, les informations, sinon les tractations de la CPI vont couvrir le paysage politique, vont couvrir les actions, les activités de la Côte d'Ivoire, au point où ils seront un peu comme s'ils sont en veilleuse, comme s'ils étaient morts, comme s'ils étaient, je ne sais pas moi, c'est-à-dire qu'on les a oubliés. Alors ils ont maintenu ça pour pouvoir se faire un petit nom. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe estime que si M. Alassane Dramane Ouattara a accepté de faire ça, c'est parce qu'il veut profiter d'une situation. Pendant que les Ivoiriens sont distraits, sont préoccupés par ce qui sort de la haie, ils n'auront pas le temps de vraiment s'intéresser à cette chose politique électorale qui est en vigueur. Et ce que nous avons constaté après discussion, c'est que beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, comment se fait-il que le président Bédié, qui sait les irrégularités de la CEI, qui sait les irrégularités au niveau des listes électorales, au niveau des conditions dans lesquelles il y a eu l'enrôlement et au niveau de ce bétail électoral que le RDR a constitué avec une partie d'étrangers qu'ils ont amené à enrôler sur les listes électorales, pourquoi M. Bédié accepte d'aller aux élections? Bon, là, il y a vraiment beaucoup de tendances. Certains parlent du fait que la politique de la chaise vide que le FPI a adoptée jusqu'à ce jour n'a pas empêché M. Alassane Dramane Ouattara, n'a pas empêché le RDR, n'a pas empêché le RHDP de faire ce qu'ils ont eu à faire, au point où ils s'en vont maintenant vers un parti unifié de chantage. Alors, ils estiment que la politique de la chaise vide que le FPI a adoptée est révolue. Alors, M. Bédié a le droit d'aller aux élections. Quand bien même il y a des irrégularités, mais il a le droit d'aller aux élections. À partir du moment où ils sont convaincus que dans des circonscriptions, ils vont faire des députés. Et ils sont convaincus et ils ont cette assurance qu'ils vont faire la majorité à l'Assemblée nationale. On attend pour voir. On verra le jour des élections et dans la proclamation des résultats qui
des deux parties aura eu raison. Et sur ce point-là, si nous avons à insister sur certains faits, c'est justement au niveau de M. Bédié lui-même. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans des émissions passées, comme je l'ai dit dans certains écrits, les gens ne sont pas encore convaincus d'une position claire, d'une position fiable, d'une position forte, d'une décision forte de M. Henri Konan Bédié. Ils estiment que M. Henri Konan Bédié est encore trop dans le flou. Mais moi, je pense, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous devons lui accorder le bénéfice du doute. Comme le président Laurent Gbagbo a toujours dit, on verra le dos du nageur. Si il est dans une logique, on verra. Si il est en train de jouer le jeu pour le RDR ou bien pour M. Alassane Dramane Ouattara, on verra. Parce que ça ne sera pas caché. Même si c'est caché, ça sortira un jour. Et chacun de nous saura la vérité et chacun de nous fera la part des choses. Et après tout ce tour d'horizon sur l'actualité nationale, nous revenons au fait que il y a eu un peu de joie ce week-end. Un peu de joie sur le plan sportif. Et nous allons prendre le temps d'aller pour une plage publicitaire et dès qu'on sera de retour, on va aborder le côté sportif dont je viens de parler. C'est-à-dire ce côté qui a donné un peu de joie au cœur de tout le monde. Alors, Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont à de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tu as déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont Comme je l'avais dit, nous revenons sur le plateau. J'ai parlé de cette bouffée d'oxygène, de ce brin d'espoir, de joie que nous avons eu au cœur pour la simple bonne raison que la Côte d'Ivoire a remporté la finale de la Coupe Maracana qui l'opposait au Togo. Et la bonne note que nous devons souligner, dont nous devons nous réjouir, c'est le fait que M. Henri Konan Bédié, qui était chargé de donner le coup d'envoi,
ait décidé d'offrir cette portion-là, ce privilège-là à la première dame, Madame Simone Yves Gbagbo. Donc, elle a été en charge de donner le coup d'envoi, de présider cette finale qui opposait la Côte d'Ivoire au Togo. Et ça se soldait par une victoire de la Côte d'Ivoire. Là où je voudrais que tous les Ivoiriens acceptent et reconnaissent et partagent cette décision du président Henri Konan Bédié, en ce sens que aujourd'hui, tous les Ivoiriens, quel que soit le bord politique, quel que soit le parti politique, quelle que soit la région dont on vient, quel que soit notre niveau d'éducation ou bien notre niveau social, je ne sais pas s'il y a encore un Ivoirien, quel que soit là où il se trouve, ou alors en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs, qui ne voudrait pas ou bien qui refuserait la réconciliation. La guerre a fait trop de victimes. La guerre a lacéré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous devons aller vers la réconciliation. Et ce geste de M. Henri Konan Bédié vient à point. Parce que vous pouvez parler de la réconciliation. Vous pouvez dire le mot réconciliation. Vous pouvez répéter ce mot-là à longueur de journée. Mais si vous ne posez pas des actes dans le sens de vivre ensemble, dans le sens de ramener tout le monde ensemble, dans le sens de ramener la paix entre les peuples de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un que vous êtes épris de paix, de justice, et que vous voulez aller à la paix, et que vous voulez aller à la réconciliation, et que vous voulez que tous les fils du pays se regardent en frères et sœurs. Mais on peut être des adversaires politiques, mais on ne peut pas être des ennemis farouches au point de vouloir à mettre fin à la vie ou bien de vouloir faire du mal aux autres. Il y a des gens qui sont passés par cette voie-là. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils sont en train de se ressaisir. Ils reconnaissent qu'il y a eu des manquements. Et je tends la main à tout le monde. Je demande à tous les Ivoiriens de regarder vers une seule direction, la paix, la réconciliation. Et je tire mon chapeau au président Henri Konan Bédié et je remercie beaucoup du fond du cœur la première dame qui a accepté d'aller présider cette cérémonie, qui a accepté d'aller vers des joueurs. Je suis sûre et certaine que quand elle s'est mise, quand elle s'est retrouvée devant ces joueurs, elle n'a pas vu tel joueur qui est du Nord, tel joueur qui est du Sud, ou bien celui-là du Centre, mais elle a vu l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toutes les ethnies, la nation entière ensemble. Et c'est ce que chacun de nous doit promouvoir. Éloignez-vous des discours de façon à s'aimer la guerre. Ceux qui ont fait du tort, aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris qu'ils ont fait du tort. Ceux qui ont fait du tort n'ont pas encore accepté de reconnaître qu'ils ont fait du tort pour aller vers les autres. Mais je pense que il y a tout dedans. Il y a un peu de peur, il y a un peu de crainte, il y a un peu de fierté, mais avec le temps, tout ça va se dissiper. Avec le temps, tout ça va essayer d'être un peu plus léger, va perdre son énergie, va perdre de l'énergie même dans l'engouement que certains ont pour faire palabre. Dire la vérité, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de faire palabre. Mais si vous ne dites pas la vérité, si vous voulez construire la chose sur du mensonge ou alors la mesquinerie, ça ne va pas aller. Alors je vous demande, je demande à tous les Ivoiriens, il faudra qu'on s'accepte, il faudra qu'on comprenne. Ceux qui pensent qu'ils peuvent rester, ils peuvent demeurer dans les palabres, laissons-les dans leurs palabres. Mais un jour viendra où eux-mêmes chercheront des gens à qui ils peuvent parler, ne serait-ce que pour apporter la paix entre eux et le reste du pays. Je pense que tout ce que Mme Bédié même a eu à dire qu'elle veut entreprendre pour aller voir la première dame, pour aller s'entretenir avec elle, pour aller passer le temps avec elle, tout ça concourt à amener la paix. Alors, Mme Gbagbo est en train de recevoir tout le monde. Qui sommes-nous pour
pour ne pas accepter le pardon? Qui sommes-nous pour ne pas accepter la main tendue? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous pour rester figés sur des positions qui vont déchirer encore plus et de façon même beaucoup plus grave la Côte d'Ivoire, le tissu social? Ceux-mêmes à qui on a fait du tort, ceux qui ont été massacrés, ceux qui ont été violés, violentés, ceux qu'on a chicotés, ceux qu'on a castrés, ceux qu'on a maltraités, je ne sais, il n'y a même pas de mots pour mesurer ce qu'ils ont subi. Ces gens-là acceptent le langage de la réconciliation. Ces gens-là acceptent le langage du pardon. Ces gens-là acceptent le langage de la tolérance. Nous qui n'avons même pas fait 1 heure, même 1 minute de prison, qui sommes-nous pour ne pas accepter? Ceux-mêmes qui devaient se porter farouches dans cette Côte d'Ivoire pour chercher à faire la paix, à faire des palabres, pour chercher à allumer des feux, ceux-là même acceptent de se réconcilier avec leurs bourreaux. Ceux-là même acceptent de cohabiter avec les autres Ivoiriens. Ceux-là même accepter de penser leur plaie. Alors nous, qui n'avons pas subi ça, on n'a aucun intérêt à nous figer sur des positions incendiaires, sur des langages à diviser à jamais le peuple ivoirien. Référons-nous à ce que le président Houphouët-Boigny nous avait dit. Dieu est amour. Chacun de nous croit en sa façon. Ce n'est pas parce que je ne suis pas musulmane que je ne suis pas croyante. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bouddhiste que le musulman est plus croyant que moi. Ce n'est pas parce que je suis d'une autre confession que les autres doivent être vus comme des ennemis. Tous, même ceux qui se disent, ceux-mêmes qui prennent le courage de dire « moi je ne crois en rien », croient en quelque chose. On croit en quelque chose. Alors, on a assez souffert. On a perdu trop de temps. Il faudrait que les Ivoiriens acceptent de s'accepter eux-mêmes en tant qu'êtres humains et acceptent d'accepter les autres, quel que soit le choix qu'ils font. J'ai toujours dit que le RDR est un parti qui a été autorisé par le ministère de l'Intérieur. Donc le RDR fait partie des partis qui sont dans la légalité en Côte d'Ivoire. Leur chef a entamé une façon de gouverner qui n'a pas été bien, qui n'est pas bien, qui ne sera pas bien pour les Ivoiriens. Mais ceux qui ont choisi de militer au sein du RDR, ils sont des militants d'un parti comme tous les autres partis, que ce soit le FPI, que ce soit l'UNG, que ce soit le PDCI, que ce soit le MAFA, que ce soit l'USD, le RPP et PIT, USD, tous ces partis-là, tous ces militants qui sont dans ces partis différents, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des fils du pays. Reconnaître qu'on a fait des faux pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire palabre. Reconnaître qu'on a fait du tort à quelqu'un, ça vous aide à vous faire pardonner. Parce que dans des palabres, tous les deux partis ne peuvent pas avoir raison. Mais même si les gens ne vous disent pas que vous avez tort, acceptez que vous avez pris le mauvais chemin. Réconciliez-vous avec vous-même, votre propre personne. Réconciliez-vous avec vous, avec les gens autour de vous. Et puis comme ça, la paix va revenir. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de la réconciliation pour avancer. Il y a un proverbe à Caen qui dit que c'est quand le mur est fissuré que les termites peuvent y entrer et puis aller abîmer tout ce que vous avez de cher dans cette case, ou bien dans ce grenier, ou bien dans cette maison. Alors faisons en sorte de fermer toutes les failles dans le mur et comme ça, on peut amorcer la véritable croissance de la Côte d'Ivoire. Comme ça, on peut amorcer la véritable égalité entre les peuples. C'était mon mot de ce soir sur Planète Afrique pour le compte de Tempo Afrique TV depuis Minnesota aux États-Unis. Merci d'avoir passé cet après-midi
d'avoir passé cette nuit-là avec moi. Merci aussi de vos conseils. Nous attendons vos critiques. Nous insistons beaucoup plus sur les critiques parce qu'on veut aller vers une station meilleure. On veut aller vers une station de référence. Je vous remercie. Que Dieu vous garde, veille sur vos familles et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci et à bientôt. On se revoit le lundi prochain.